Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Les consommateurs, mais aussi les professionnels de l'immobilier ont eu ces derniers mois quelques difficultés à suivre les débats, parfois houleux et passionnés, sur le resserrement du marché du crédit immobilier. Le débat cristallisé autour de la question du taux d'usure s'est presque envenimé. Il a en tout cas conduit certains à prendre la plume et d'autres à aller manifester devant le siège de la Banque de France à Paris. Dans cet épisode, je reçois Pierre Chapon, fondateur du courtier digital Preto. Pierre Chapon, que j'interroge sur les causes et les effets de cette bataille des chiffres du crédit immobilier et sur les prévisions du marché du crédit immobilier en 2023. Pierre Chapon, bonjour. Bonjour. Avant toute chose, j'aimerais qu'on accompagne nos auditeurs et que vous puissiez faire un rappel sur les forces en présence. Donc, en matière de crédit immobilier, qui analyse quoi, qui communique quels chiffres et même à quel moment ? Alors, c'est une très très bonne question, en particulier par les temps qui courent. Oui. Alors, il y a plusieurs sources d'informations. Oui. On va commencer par la plus officielle, on va dire, Oui. qui est la Banque de France. Oui. Donc, la Banque de France publie les chiffres de la production de crédit qui correspond au crédit complètement débloqué. C'est le moment où on passe en signature chez le notaire et la banque libère les fonds. Donc, à la toute fin, en bout de cycle d'achat immobilier. Et il les publie tous les mois en faisant une distinction crédit primaire et renégociation de crédit. Donc ça, c'est la source, on va dire, finale. Oui. Ensuite, c'est important ça de dire ça, hein, la source finale, puisqu'en fait, on vient de dire que c'était des crédits débloqués. Exactement, c'est les crédits débloqués, tout à fait. Ensuite, au niveau de la production de crédit, si on remonte le temps un petit peu dans la progression d'un projet de crédit immobilier, il y a une source d'information qui est aussi importante et qui fait référence, c'est Crédit Logement. Oui. Crédit Logement qui est une société de cautionnement qui garantit une partie des prêts immobiliers du marché, en fonction des années, entre 30 et 50% de la production de crédit passe par Crédit Logement, donc c'est pas 100%. Oui, ça j'ai bien entendu, une partie. Une partie, tout à fait. Et eux s'appuient sur les prêts qui, au moment où ils les voient, c'est-à-dire où ils passent en cautionnement, c'est en gros où le prêt est validé par la banque, le prêt est accordé, mais c'est entre 1 à 2 mois avant le déblocage du prêt. Donc c'est un peu plus précoce, mais c'est plus partiel aussi que les données de la Banque de France. Et notamment, quand on dit que ça ne couvre pas tout le marché, on peut se poser la question du coup de quelle partie ça couvre et quelle partie ça ne couvre pas. Et schématiquement, ils sont moins représentés chez les gros réseaux de banques mutualistes. Donc Crédit Mutuel, BPCE et Crédit Agricole. Ils peuvent avoir une partie de leur production qui est garantie par Crédit Logement, mais ils ont dans la majorité de leur production, ils s'appuient sur leur cautionnement interne, leur société de cautionnement interne. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des biais, en particulier dans une année où la production de crédit est freinée. Il peut y avoir des différences de politique d'octroi de crédit entre des banques nationales cotées en bourse et des banques régionales non cotées. Et donc là, ce que va refléter les données partielles de Crédit Logement ne sont pas forcément complètement alignées avec ce qu'on découvrira dans les données de la Banque de France. Donc ça c'est important, notamment en ce moment, il y a pas mal de débats là-dessus. Donc au niveau des crédits, ça c'est les deux sources principales. Ensuite, les indicateurs qui impactent la production de crédit, c'est les transactions. Et donc là, les transactions, il y a les chiffres des notaires. Les chiffres des notaires qui communiquent sur, pour le coup, les transactions actées donc au même moment que la production pour la Banque de France, mais surtout, ils communiquent au moment des compromis. Donc là, ça permet d'avoir un signal encore plus précoce que le cautionnement. Si on fait la cinétique, c'est compromis, cautionnement, déblocage. Et donc là, les chiffres des notaires, pareil, en plus, c'est une source très officielle et fiable et avec beaucoup de confiance. Ils parlent assez tôt, finalement. Donc, eux, ils peuvent donner une tendance sur ça baisse, ça monte assez tôt. Et ensuite, il y a les intermédiaires en financement ou les professionnels de l'immobilier, parce que avant les compromis, il y a
les marques d'intérêt, les initiations de projets, les mises en vente. Alors, les agents immobiliers peuvent donner des tendances aussi encore plus précoces. Donc, c'est plus partiel, évidemment, puisque il n'y a pas un acteur de l'immobilier ou un acteur du courtage en crédit qui a une vision complète du marché, mais ça donne des tendances avec l'avantage d'être précoce. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour les courtiers ? J'ai vu que certains courtiers communiquent beaucoup sur leurs chiffres. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on explique les disparités aussi de chiffres qui peuvent survenir dans les communications des sociétés de courtage ? Alors, comme je le disais déjà, le marché du courtage, il est assez éclaté. Oui. Donc, il n'y a pas un acteur qui a plus de 10% de part de marché. Donc ça veut dire que même si les leaders sont des sociétés de taille importante, en fait le taux de couverture au niveau donné il est assez limité. Donc, et il peut y avoir des sociétés qui sont plus exposées à un segment de marché qu'à un autre. Exemple, il peut y avoir des sociétés de courtage très exposées aux fonctionnaires, sociétés de courtage qui travaillent en relation directe avec des promoteurs, donc très exposés au neuf, à la construction de maisons individuelles, à l'inverse, plutôt dans l'ancien, dans les zones très urbaines. Donc, il peut y avoir des biais, et en particulier dans des phases de retournement de marché où, quand le marché a des difficultés, les tendances peuvent être très, très différentes d'un segment à l'autre. Et donc ça explique un peu des angles de vue différents. Et il y a aussi, je pense, une volonté d'adresser des messages pour alerter, qui n'est pas tout le temps tiré par que de l'objectivité. Parfois, surtout quand il s'agit de dire que le marché peut-être est en danger parce que le financement devient compliqué et tout. Alors l'avantage des sociétés de courtage, c'est qu'elles voient des signaux assez tôt, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais par contre, elles peuvent être tentées d'utiliser des données pour alerter plus que pour juste objectivement décrire ce qui se passe. Donc ça a pu être le cas. C'est pour ça que c'est parfois pas facile d'y voir clair. Et effectivement, au cours de l'année 2022, on a assisté, je dirais presque impuissant, à une forte opposition entre certaines sociétés de courtage et la Banque de France, notamment sur la question du taux d'usure, avec en fond d'écran, si je peux dire, la remontée progressive des taux de crédit pratiqués par les banques. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous pour qu'à un moment donné, des écarts de perception du marché du crédit immobilier soient si importants que le consommateur final soit finalement assez désorienté? Oui, alors il y a deux écarts qui se sont croisés. L'écart au niveau de la temporalité. Les sociétés de courtage ou les acteurs de l'immobilier voient des choses que la Banque de France, objectivement, voit 6 mois plus tard. Donc, déjà, ils ne parlaient pas de la même chose. Et il y a aussi quand même un écart d'intention. Il y a une intention parmi les acteurs du courtage et de l'immobilier, le plus souvent, de pousser à la dynamique du marché. Et donc d'alerter un peu plus fort quand les choses baissent, parfois de grossir le trait de la baisse ou du freinage, là où peut-être à l'inverse, les autorités sont là, avant qu'il y ait des preuves formelles que ça baisse, mais ça vient tard, sont plutôt là pour rassurer et pour dire que le système fonctionne et tout. Donc il y a eu deux écarts sur deux directions différentes, temporalité et posture. Et sur cette question du crédit immobilier, alors est-ce que vous pensez que du fait de cette situation et de ces écarts de communication, on va les appeler comme ça, les consommateurs finaux français ont été pénalisés? Oui, je pense, parce que finalement, ce qui est pas mal ressorti dans la presse, c'est plutôt la vision plutôt alarmiste sur le blocage du marché. On a vu pas mal dès l'été le gros titre, un dossier sur deux capote. Pour moi, c'était pas de nature à conforter les gens dans le lancement d'un projet d'achat ou de vente d'ailleurs, parce que ça fait un petit peu peur. Alors que en pratique, le blocage lié au taux d'usure, factuellement, nous on l'a étudié, il était à moins que ça, il est monté jusqu'à 20% en fin d'année, ce qui est très important, mais c'est pas 50%. Et donc, je pense que ça a été pénalisant pour le marché, un peu contre-productif, tout à fait. Et finalement, le fait que la Banque de France donnait un petit peu une fin de non-recevoir en disant nous, on le voit pas, c'était pas de nature à... Vu que ça parlait pas de la même chose, ça rassurait pas les consommateurs non plus. Donc, il y avait un peu un vide. Et donc oui, je pense que ça a pas aidé les acheteurs et les vendeurs à se lancer. Bon, vous venez de le dire, quel que soit le chiffre, le marché du crédit immobilier en 2022 s'est tout de même contracté,
prêt à savoir dans quelle mesure. La question maintenant, c'est de savoir de quoi sera fait 2023 côté crédit immobilier. Est-ce que, première question, vous pouvez anticiper un effet de la révision, par exemple mensuelle, du taux d'usure qui vient d'être annoncé ? Alors, il s'est contracté un petit peu en 2022, mais c'est une année vraiment en deux parties. Il se contracte très nettement sur la fin de l'année. Sur le dernier trimestre, entre Crédit Logement et les vrais chiffres de la Banque de France qui vont sortir, enfin les chiffres complets de la Banque de France qui vont sortir, on sera peut-être à tendance de moins 20, moins 25% sur le dernier trimestre, donc c'est significatif sur le dernier trimestre, mais sur l'ensemble de l'année, c'est une baisse qui est de peut-être 5-6%. Sur l'année 2023, alors il y a deux choses qui vont se passer. Effectivement, il y a une éclaircie sur le front du taux d'usure, favorisée par le passage en actualisation mensuelle, mais pas que. Parce que même sans l'ajout de cette flexibilité, à des taux de refinancement à peu près constants ou en légère augmentation, ce qui est un petit peu l'anticipation globale, le problème du taux d'usure se serait estompé très nettement d'ici le milieu de l'année. Le passage en mensuel va accélérer un petit peu cette tendance-là, mais de toute façon, l'info pour 2023, c'est le problème du taux d'usure va être réglé courant de l'année, à peu près milieu de l'année. Ce qui va se passer en revanche, c'est que les taux vont continuer de progresser. La trajectoire ascendante des taux devient la nouvelle question. Exactement. Et du coup, une contrainte sur les budgets des acheteurs, puisqu'ils sont contraints par le taux d'endettement maximal à 35%, qui est fixe et rigide depuis début 2022. Et c'est ça qui va maintenant être le plus gros facteur de freinage du marché. C'était déjà quelque chose qui existait en 2022, mais on a beaucoup parlé du taux d'usure, on a assez peu parlé de ça. En 2023, on va beaucoup parler de ça, et il faut parler de ça parce que c'est une contrainte qui va être forte et qui va être très inégalitaire. Elle va frapper les primo-accédants qui n'ont pas de marge de manœuvre au niveau de l'augmentation de l'apport, dans un contexte où les prix ils ne vont pas baisser autant que la réduction des budgets. Donc vous venez de parler des acheteurs. J'aimerais qu'on termine en ce début d'année avec le profil des emprunteurs qui vont parvenir à obtenir un crédit immobilier. Quel sera désormais donc le profil de l'emprunteur immobilier qui obtient un oui pour un financement ? Alors, là, en 2023, plus que jamais, c'est l'épargne disponible qui va être la clé, puisque, comme on l'a dit, les budgets d'emprunt vont être réduits et les prix ne vont pas baisser autant dans une telle mesure. Donc, les acheteurs qui vont réussir à concrétiser le projet, c'est ceux qui ont la possibilité de mettre pas mal d'apports. Les niveaux d'apport vont encore augmenter par rapport à l'année dernière. Au-delà de ça, les banques regardent de plus en plus et vont continuer de le faire, l'épargne qui va rester après projet. Parce qu'il y a des enjeux de liquidité au niveau des banques. Donc, c'est des gens qui partent, qui sur la ligne de départ ont beaucoup de liquidité. Donc, c'est très, très inégalitaire. Petite ironie de l'histoire, c'est que là où en 2022, les emprunteurs plus âgés, à partir de 45 ans, ont été empêchés par le taux d'usure avec les assurances qui étaient chères, ça correspond aux gens qui ont statistiquement plus d'épargne. Donc ceux-là, par contre, en 2023, ils vont plutôt être favorisés par rapport aux primo-accédants, même avec des bons revenus, mais peu d'épargne. Là, pour eux, ça va être difficile en 2023. Et donc, on est passé d'un biais de communication chez les professionnels à un biais générationnel chez les emprunteurs. Tout à fait. Et donc là, plus que jamais, la solidarité familiale va jouer, parce que les emprunteurs, les jeunes emprunteurs qui ont la possibilité, ont la chance de pouvoir compter sur un peu d'apport complémentaire de la famille, ça va être déterminant, ça va jouer, mais malheureusement, c'est hyper inégalitaire. Donc, le sujet du budget, c'est vraiment le sujet de 2023. Et nous, on pense qu'il faut que les pouvoirs publics se penchent sur cette question-là, notamment la contrainte des 35%, qui a été introduite dans un monde où les taux étaient historiquement bas, avec un marché qui, objectivement, présentait des risques de surchauffe. Là, dans un monde où les taux ils ne sont plus à 1%, mais peut-être bientôt à 4%, est-ce qu'on est vraiment dans un marché avec un risque de surchauffe ? Et donc, s'il n'y a plus les mêmes causes, est-ce qu'on doit avoir les mêmes mesures ? Merci beaucoup, Pierre Chapon. Merci.